Alors, on est avec Greg, Valou et Eric de l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Bonjour. Bonjour et Bonjour. bonjour. Merci d'être venus. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre association ou syndicat, nous expliquer un peu quand est-ce qu'elle a été créée, pourquoi, qu'est-ce qu'elle défend, tout ça? Alors, je vais commencer. L'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires a été créée à la toute fin de l'année 2018 suite à un accident mortel qui a eu lieu à Bazancourt en juin 2017. Et c'était la mort de Quentin, qui avait 21 ans et qui est mort au fond d'un silo. Et à partir de ce moment-là, on est quelques-uns à s'être rassemblés sur le parking de l'usine. Ça a été le point de départ de quelque chose qui a commencé à se fédérer. Et puis à la suite de ça, pour prendre part au combat judiciaire, pour accompagner les proches de Quentin dans cette lutte qui allait avoir lieu et qui est terminée aujourd'hui, on a continué à se fédérer. Et puis de fil en aiguille, sans raconter tous les arcanes de l'histoire, on s'est constitué en association, en collectif. Et c'est cette association qui perdure aujourd'hui et qui va au-delà de la défense des proches de Quentin, puisqu'aujourd'hui, on a des activités qui sont clairement syndicales. On s'engage dans la lutte pour le droit des travailleurs, rétablir le rapport de force par rapport aux employeurs, faire valoir nos droits auprès des institutions, au ministère du Travail notamment, auprès des patrons, etc. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on est un crypto-syndicat, même si on a gardé le statut d'association. Donc ça fait 5 ans, bientôt 6 ans qu'on existe maintenant. À noter qu'on a aujourd'hui cumulé à peu près 300 adhésions depuis le début et que les adhésions continuent de tomber. On peut considérer que personne dans le monde de la corde n'ignore qui est cordiste en colère, cordiste solidaire. Et c'est déjà ça. Et on sait qu'aujourd'hui, les cordistes ne sont pas isolés. Ils savent vers qui se tourner quand ils ont des conflits avec leurs employeurs ou même au niveau des conditions de travail, etc. Donc voilà, en gros, qui on est aujourd'hui et ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien justement, ça nous intéresse de savoir pourquoi c'est une association et pas un syndicat. En fait, c'est plutôt à l'inverse la question qu'on a posée, c'est pourquoi est-ce qu'on passerait par un syndicat? Mais en réalité, on n'en a pas besoin, dans le sens où, contrairement à peut-être d'autres professions, on n'a pas la possibilité, par exemple, d'avoir une convention collective, ou en tout cas d'avoir des avancées spécifiques à notre profession au sein du bâtiment ou des travaux publics, qui sont le secteur d'activité dans lequel on travaille, d'avoir des avancées propres à notre petit métier à l'intérieur de cette convention collective. Et du coup, de passer par les outils syndicaux habituels. Et aussi, notre élément structurel un peu à notre profession, c'est que des petites PME dans les boîtes dans lesquelles on bosse. Qui dit petite PME, dit élection professionnelle. En fait, j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas. Quand il y a des velléités, des envies de salariés de se présenter, c'est tout de suite une guerre pas possible avec les employeurs. Et du coup, pareil, cet outil syndical de représentativité dans les entreprises, en fait, il n'est soit pas accessible, soit c'est complètement semé d'embûches. On passe plus par l'auto-organisation, en fait, dans le cadre de cette profession, qui est complètement, entre guillemets, atomisée dans le sens où c'est 70% d'intérim dans la profession. C'est que des chantiers aux quatre coins de la France, voire à l'étranger, avec des contrats, du coup, intérim, c'est des contrats à la semaine, des contrats très courts. Du coup, un énorme turnover. Donc, du coup, c'est que des travailleuses et des travailleurs qui peuvent se rencontrer sur des chantiers, mais il y a très peu de continuité, en tout cas, dans les liens. En tout cas, la forme syndicale habituelle ne marchait pas. Et je pense que notre expérience à nous n'est pas isolée. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans d'autres secteurs d'activité qui sont ceux qui sont aujourd'hui, avec cette atomisation des formes habituelles de la structuration du monde du travail et cette difficulté du coup de s'organiser là-dedans. Nous, on était un peu face à ça. Du coup, on comprend que cordiste, c'est un métier très dangereux puisque vous avez parlé de morts qui ont mené à la création de l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi concrètement que vous faites? Cordiste, c'est pas un métier, c'est un moyen d'accès. On travaille principalement dans le TP, travaux publics. On fait de l'industriel et on fait de l'urbain. C'est un peu les 3 secteurs où on va nous retrouver. Dans le TP, ils font pas mal de confortement de falaise. Donc ils vont venir poser les grillages pour sécuriser les routes qui sont sous les falaises pour que les pierres tombent pas sur les routes. Ils vont aussi faire de la purge, ils font pas mal de purges. Le TP, c'est vraiment très difficile pour les cordistes. C'est un métier qui est très très physique, cordiste à la base, mais en TP, ils manipulent notamment le T21 du coup. Donc, qui est un engin de forage mais énorme qui pèse des tonnes. En Indus, on va être dans les usines, notamment Greg en parlait tout à l'heure et puis Eric aussi, c'est la mort de Quentin. On fait les silos, c'est pareil, c'est très difficile. En conditions de travail, c'est des gars qui sont enfermés dans des trucs où il n'y a pas de lumière, où il y a énormément de poussière. Qui tapent à la pioche pour faire tomber, que ce soit du ciment, que ce soit du grain, c'est hyper physique, c'est très très dur.
Et en urbain, on est sur d'autres choses. On va maçonner, on va tirer des carreaux, on fait de la peinture en façade, voilà. Un des traits de caractéristiques principales, je pense que ce serait la question de la polyvalence de ce métier. Effectivement, la première caractéristique, c'est un moyen d'accès, ça nous permet d'arriver en hauteur à un certain endroit, et là où on va faire toutes les tâches que pourraient faire tous les autres corps de métier du bâtiment et des travaux publics. Mais ça va de ce que tu disais Valou, donc de faire du forage en falaise, à faire de la soudure dans des endroits, de l'industrie pétrochimique avec des risques vraiment très spécifiques à gérer, ou de la zinguerie qui est un travail presque qui est fait par des compagnons qui demandent des compétences vraiment très spécifiques. Et tout ça, ça expose vraiment à des risques aussi très spécifiques. Tous ces environnements divers, il faut avoir conscience qu'on sort de formations, les formations les plus longues, c'est à peu près 5 semaines, les formations initiales. Et donc avec 5 semaines de formation, on est balancé sur le marché du travail et on va passer au petit bonheur la chance via les agences d'intérim, donc 70% d'intérim, donc c'est vraiment la porte d'entrée du métier. On va être bazardé dans tous ces secteurs d'activité différents, d'une semaine à l'autre, à changer d'un secteur d'activité différent. Un coup en industrie pétrochimique, un coup en falaise, parfois à 200 mètres de haut, avec des risques de chute de pierre, enfin de blocs rocheux et vraiment tous ces risques importants, ou tous les risques du bâtiment classique qu'on a en ville. Il faut savoir que le Code du travail, en premier lieu, interdit les travaux sur corde. C'est-à-dire qu'il y a un article du Code du travail qui dit que les travaux sur corde sont interdits, sauf à considérer que travailler avec d'autres moyens qui sont les échafaudages ou les nacelles soit moins dangereux que de travailler sur corde. Et qu'une étude vienne prouver ça. Mais l'étude, elle est évidemment jamais faite par les patrons cordistes qui, eux, veulent faire du chiffre et envoyer leurs gars faire le boulot, sachant que c'est toujours moins cher et plus pratique d'envoyer 2 gars avec 2 paires de cordes grimper sur un immeuble ou n'importe où que de faire monter un échafaudage, faire venir une nacelle, etc. Donc ce métier, je considère qu'il s'est bâti en contradiction avec le Code du travail, sachant que ce préalable-là n'est jamais ou quasiment jamais respecté, quoi. Voilà. Parce que alors, le cordiste, il travaille avec des EPI, des équipements de protection individuelle, et le Code du travail impose la prépondérance des EPC, des équipements de protection collective. Et donc, jamais c'est respecté. Et évidemment, pour des raisons économiques et de développement des entreprises, les patrons cordistes, eux, ils s'assoient là-dessus, ils continuent d'envoyer des gars et des filles dans des conditions qui sont parfois discutables, des fois où c'est vraiment pas nécessaire d'employer des cordistes, parce que c'est un business avant tout pour eux, et que la sécurité des travailleurs, de manière générale, ils s'en soucient pas des masses, quoi. Vous, qu'est-ce que vous identifiez comme problématiques dans vos conditions de travail et qu'est-ce que vous réclamez pour y remédier? Ce qu'on demande après, du coup, voilà, donc, une des choses, c'est cette question de cette polyvalence et cette défaillance en termes de formation, comme tu le dis, hein, donc on est uniquement formé sur cet accès et on n'a pas les formations à tous les risques spécifiques auxquels on est confronté, la multiplicité de ces risques. Et donc ça, c'est une des premières choses. Et ça rejoint par exemple un peu, ça fait parmi des premières revendications qu'on a posées quand on est allé. Là, ça fait 2 ans qu'on a réussi à faire en sorte qu'il y ait un groupe de travail qui se soit mis en place sous le pilotage du ministère du Travail, donc avec des organismes préventeurs, le côté patronal et nous, côté salarié. Et une des premières choses qu'on a mis sur la table, c'est qu'on a identifié notamment 2 secteurs où vraiment il y a beaucoup de risques très différents. C'est les travaux publics, avec ces éboulements rocheux. Quand on va travailler là-bas, en gros, c'est un peu la roulette russe. Hein. On va travailler, d'un jour à l'autre, on peut se prendre soit une petite pierre qui peut causer de graves lésions, soit un bloc entier qui peut nous embarquer entièrement avec les cordes et embarquer comme malheureusement Jérôme dans une chute de plus de 200 mètres il y a 2 ans en Savoie, quoi. Et donc ça, c'était un des secteurs qu'on avait identifié, sur lequel on a un travail spécifique qu'on essaie de mener, qu'on pousse, et sans peine, sans mal, parce qu'il y a d'énormes réticences de la part notamment des départements, des régions, qui sont eux les payeurs de ces travaux. Et il y a de plus en plus de travaux, c'est une petite parenthèse, avec le changement climatique, les épisodes pluvieux importants, et du coup, il y a de plus en plus d'éboulements rocheux. Et dans les silos, c'était un autre endroit qu'on avait identifié, sur lesquels il n'y avait pas du tout d'études. En fait, on nous envoyait dans ces silos en se disant, en fait, ils ont un peu vu de la lumière. Ils ont un peu vu la lumière quand ce métier s'est créé. Les industriels de l'ensilage, en fait, en se disant, c'est génial, vous accédez sur des cordes, c'est magique. Ce que nous on faisait avec des pauvres échelles, ou je sais pas avec quelle autre technique qui, entre parenthèses, pouvait être plus sûr par certains aspects, parce que ça faisait des dizaines d'années, il y avait un risque qui était connu par certains corps de métier qui rentraient dans ces silos.
et qui, avec nous, la profession des cordistes, en fait, ces industriels, ils ont fait en sorte qu'on oublie complètement cet enseignement et en nous prenant en fait comme une solution magique. Et donc, en gros, il y a 2 guides qui sont en cours de rédaction. Ne serait-ce que les 2 guides de recommandation tamponnés de l'INRS, de la CARSAT et du ministère du Travail. C'est des textes qui n'ont pas la même hiérarchie réglementaire qu'un décret ou qu'une circulaire, mais en l'absence d'autres textes, en fait, ce qu'on va écrire là-dedans, ce que nous-mêmes, on est en train d'écrire nous-mêmes, avec toujours l'œil, le regard du ministère du Travail qui va valider à la fin. En l'absence d'autres textes, en fait, c'est ce qui fera foi dans un tribunal s'il y a un accident, un employeur, s'il n'a pas respecté ces recommandations qu'on est en train d'écrire, il devra se justifier de pourquoi est-ce qu'il n'a pas respecté ces recommandations. Et ça, pour nous, c'est quand même pas rien. Et après, il y a encore en discussion, on n'a pas trop d'espoir là-dessus, malheureusement, enfin, on verra ce que ça donnera, mais aussi d'évolution réglementaire vraiment dans le Code du travail. En tout cas, on a fait des propositions pour encore encadrer plus les obligations documentaires, pour justifier notamment le recours aux travaux sur corde par rapport aux échafaudages, aux nacelles, à toutes les solutions de protection collective. Et une autre revendication importante, c'est connaître les accidents. Ça a été le point de départ de notre association. Quand on s'est créé, on était dans un métier où le discours c'était de dire c'est un métier dans lequel il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de mort. Et c'était le discours patronal. Et on a encore eu des retours de réunions qu'il y avait avec le ministère du Travail, entre le syndicat patronal et le ministère du Travail avant qu'on existe, et des gens qui participent à ces réunions d'organismes de prévention, ils nous disaient ceux que vous avez autour de la table, eux-mêmes, ils disaient à l'époque, quand vous n'étiez pas là, ils se permettaient de dire qu'il n'y avait aucun mort dans ce métier. Et quand on est arrivé, on a commencé à essayer par des petits bouts de ficelle, à essayer de rassembler les informations sur tel collègue qui se rappelait de tel accident, tel article de coupure de presse. Et aujourd'hui, on en est à un recensement qui donne 34 collègues morts au travail depuis 2006, ce qui en gros donne pour nous une moyenne à peu près entre 2 et 3 morts par an pour une population de 4 à 5 000 équivalents temps plein dans ce métier. Ce qui fait, c'est un métier qui est à peu près au moins autant exposé que les couvreurs, qui est un des métiers vraiment surexposés du bâtiment, quoi. Alors qu'on est censé être un métier avec beaucoup de pays, en fait, d'équipements de protection individuelle, de matériel de protection. Ça n'empêche pas qu'il y ait tous ces accidents qui continuent à se produire, quoi. Vous menez d'autres mobilisations aussi pour vous faire connaître ou pour faire parler de ces accidents. On a vu que vous étiez au championnat de France des cordistes à Marseille les 27 et 28 juin. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? C'est un événement organisé par le syndicat patronal, donc qui s'appelle France Travaux sur Corde. En gros, c'est un événement de promotion du métier pour vendre en fait l'activité des travaux sur corde auprès de leurs clients. En gros, c'est pour montrer que c'est fun et que ça marche bien et que ça peut être mis en place sur les chantiers. Et concrètement, en gros, c'est des cordistes, des salariés qui sont la plupart payés par leur entreprise pour aller concourir dans ce championnat avec des t-shirts floqués au nom de leur entreprise. Pour nous, c'est un événement qu'on ne peut pas rater parce que c'est un événement où il y a beaucoup de patrons réunis au même endroit. Des patrons qui nous envoient à la mort ou qui nous bousillent la santé tout au long de l'année. Et c'est pour nous important d'aller les rencontrer à ce moment-là. Et en tout cas, cette année, on y est allé aussi, alors qu'ils nous avaient refusé d'y être officiellement. Parce que les années précédentes, ça a été un peu de manière graduelle et nous avait interdit au fur et à mesure petit à petit d'être présents. Et donc on y allait quand même, on n'avait pas le droit d'avoir un stand, on est allé avec un stand mobile comme on peut être en manif avec toutes nos brochures et les tracts qu'on distribue habituellement. Et aussi donc à la fin, on a interrompu la remise des prix avant qu'elle démarre pour faire une prise de parole. Et qui était d'autant plus forte que dans le premier jour du championnat, on avait un autre collègue qui était décédé après une semaine d'hospitalisation et après un accident qu'il avait eu la semaine avant. Et du coup, pour reparler de ces accidents, pour remarteler c'est quoi cette réalité des accidents et tous les freins que le syndicat patronal nous met depuis toutes ces années à parler des accidents et à prendre des mesures, en fait, à réussir à mettre en place des mesures qui, pour eux, à chaque fois, sont soit un coût direct de mise en place en termes de prévention, soit un coût indirect en termes de perte de marché, où on présenterait de la profession de manière négative comme une profession à risque qui n'est pas aussi sûre que celle qu'ils essaient de le montrer, que l'image d'Épinal qu'ils essaient de montrer. Et donc on y est allé, on a interrompu. Ça n'a pas plu à certains, mais globalement, plutôt j'ai l'impression que pour beaucoup de collègues avec qui on a discuté après, ça les a touchés. Enfin, en tout cas, ils se sont reconnus, et notamment des collègues, comme on parlait tout à l'heure, qui bossent dans les travaux publics, une boîte dans laquelle ils ont eu 2 morts en moins d'1 an, avec des causes qui ont causé la mort de leurs collègues, qui continuent à les exposer eux encore aujourd'hui. C'était, je pense que
C'était nécessaire. Et c'est quoi les mesures que pourraient mettre en place les patrons qu'ils ne font pas du coup? Tu as des exemples? Principalement, c'est la formation, information. C'est ce qu'on parle au début. C'est vraiment et qui est lié à ce métier qui a beaucoup de turnover. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que ils organisent une saturation du marché avec beaucoup de formations. Ils ont des financements publics de Pôle emploi, des régions. En gros, il y a à peu près 2000 nouveaux cordistes qui arrivent sur le marché tous les ans, des débutants et débutantes, sur ce que je disais, un équivalent temps plein de 4 à 5 000 équivalents temps plein au niveau national. Donc 2000 nouveaux qui arrivent sur le marché, donc impossible de trouver du boulot. Enfin, aujourd'hui, ça y est, ils ont réussi. Moi, quand j'ai commencé il y a à peu près 10 ans, c'était le plein d'emploi en gros. On pouvait... là, j'avais du boulot, ça me plaisait pas, j'arrêtais, j'envoyais chier le boulot et j'étais sûr de retrouver du boulot ailleurs, même en tant que débutant. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même histoire quoi, pour les collègues qui débutent. C'est ça qui crée les accidents quoi. Ce manque de formation avec des débutants qui sont du coup sur un marché saturé, donc du coup qui sont prêts à accepter toutes les missions, qui sont contraints d'avoir peur d'exercer aussi par exemple leur droit de retrait sur des chantiers. Même quand on a conscience du danger, c'est la difficulté de pouvoir dire stop en fait. Parce que ça veut dire concrètement fin de la mission soit en milieu de semaine, soit par reconduit la semaine d'après. Et après, des moyens, en tout cas de l'organisation, en fait, c'est juste de l'anticipation au niveau des travaux. Concrètement, là, comment ça se passe ? C'est complètement délégué aux salariés en fait, sur le chantier. Les entreprises, elles font des devis à distance, elles reçoivent un appel, elles regardent sur Internet vite fait où se situe l'adresse du chantier, elles regardent sur Google Maps pour voir à quoi ressemble avoir une photo du toit, et elles envoient les cordistes sur le chantier, et après c'est à eux d'improviser. Sauf qu'en fait non, un chantier ça s'anticipe, ça s'organise, on fait une analyse des risques, le code du travail et tous les dispositifs qui permettent d'encadrer la prévention des risques au travail, elle est plutôt touffue, alors je dirais peut-être pas complète parce on peut toujours l'améliorer, mais en tout cas elle est déjà bien développée. Mais en fait surtout le problème, et c'est pas que chez les cordistes, enfin le problème c'est pas tant la réglementation, les outils à disposition de la prévention, c'est est-ce qu'ils sont appliqués quoi. Et tout ça, en fait, c'est toujours la vision à court terme de la part des patrons. C'est non, mais on va pas te rajouter des protections respiratoires, on va pas te rajouter une nacelle. Du coup, là, pour compléter le propos de Greg, pour revenir à un propos plus généraliste à la jeunesse du métier, ce métier a été fabriqué, organisé et complètement conçu par le patronat. En fait, depuis le départ, il y a un syndicat patronal qui aujourd'hui s'appelle France Travaux sur Corde, qui s'appelait le syndicat français des entreprises de travaux en hauteur, qui détient toutes les clés, tous les leviers de ce métier depuis le départ et qui l'a structuré, qui a créé les référentiels, qui a créé les formations, qui s'est fait agrémenter bien évidemment, mais il n'y a personne de neutre ou d'indépendant qui a dit il faudrait faire comme ci ou comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé ce métier à leurs mains pour pouvoir utiliser les cordistes et faire du business. C'est un modèle ultra-libéral. Les centres de formation, à 99% sont privés, parce que 99% des cordistes passent par des CQP, certificats de qualification professionnelle, des formations qui sont dispensées par des entreprises privées, qui sont des entreprises de cordes également, qui peuvent être des entreprises de cordes. On arrive même dans certains cas des grosses boîtes de cordes. Donc il y a la boîte de cordes qui crée son centre de formation et qui crée sa boîte d'intérim. Tout ça soutenu par des financements publics, par Pôle emploi, par les régions, etc. Donc, pour revenir sur ce que disait Greg, on va créer du cordiste à la chaîne. Donc, l'entreprise forme le cordiste. Une fois qu'il est formé, on lui dit mon gars, tu vas aller dans cette boîte d'intérim qui appartient à la même entreprise. Et une fois que le gars est dans la boîte d'intérim, il va bosser dans la boîte de cordes qui appartient au même patron. Puis, comme disait Greg, 30% du métier de cordiste, 30% en permanence, ce sont des débutants. 30% des gens qu'on envoie à 200 mètres de hauteur, qu'on envoie au fond des silos, qu'on envoie faire des merdes pas possibles à droite, à gauche, sans encadrement la plupart du temps. 30%, ce sont des débutants qui ont eu le CQP dans l'année ou l'année d'avant. A contrario, les gens qui montent en compétences, tous les ans, ça doit être aux alentours de 5%, je crois. C'est-à-dire que les gens qui ont un CQP1 qui passent au CQP2 pour devenir un peu plus professionnels, un peu plus encadrants, etc., ils ne sont que 5%. Et on se demandait quand même si le fait d'être une femme dans le métier de cordiste, ça posait des spécificités. Est-ce que ça modifie les relations avec les collègues? Est-ce que c'est quelque chose que les patrons font sentir? On est très peu nombreuses. On est très très peu nombreuses de femmes cordistes. Je peux en profiter pour évoquer un collectif qui a été créé, qui s'appelle le collectif Au Pluriel, qui est en train de se monter en association aussi. Il faut en parler parce que elles se soudent et c'est cool quand même. Enfin, elles essayent en tout cas. On a beaucoup de problèmes sur les chantiers. Très peu souvent, on se retrouve à 2 femmes sur un chantier. Ça veut dire qu'on est entouré de bonhommes tout le temps, en permanence. Et il y a une grosse population de ce métier qui a oublié d'évoluer.
malheureusement. Et du coup, on se retrouve avec énormément de réflexions sexistes. Il y a beaucoup de misogyne. Ça, c'est le côté, c'est compliqué pour une femme de travailler avec des gars toute l'année. C'est compliqué physiquement parce que c'est un métier physique qu'on arrive à gérer et à assumer, mais c'est compliqué moralement parce qu'il faut pouvoir le tenir. Et on en parlait hier soir avec des collègues. Si tu as de la chance, tu en as un qui n'a pas oublié d'évoluer et du coup c'est cool, tu peux discuter, échanger. Si tu n'as pas de chance, tu es vraiment seul et c'est vraiment chiant, c'est pénible, c'est pesant. Et puis, il y a tous les petits à côté. Exemple bête, mais qui revient souvent chez nous, les femmes, on n'a pas de toilette sur les chantiers. Jamais. Et puis, comme le disaient Greg et Eric tout à l'heure, on a un métier où on est beaucoup d'intérimaires. Et puis, on est des femmes, et puis à un moment, on fait des enfants. Et tu fais quoi en intérim Donc c'est bien que ce collectif se soit créé, il met du temps à structurer, mais comme pas mal de trucs. En tout cas, on lâchera pas. Enfin voilà, moi je trouve que c'est cool qu'il y ait des femmes dans ce métier, parce qu'on n'a pas la même façon de penser, pas la même façon de travailler. Et c'est d'autant plus dur pour les femmes que non seulement il y a des gars qui sont sur les chantiers, c'est des gros cons. Il y en a, pas tous, mais il y en a, c'est des gros cons, c'est des gros machos, tout ce que tu veux. Mais il faut savoir aussi que la plupart du temps, ces comportements sont ignorés ou même cautionnés par les employeurs. L'employeur qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses employés, et d'autant plus EES, et que ça commencera à évoluer quand il y aura peut-être des sanctions qui seront à l'encontre de ces gars-là. Mais celui qui fait encore plus de merde, c'est le patron qui laisse faire ou qui cautionne. Et c'est d'autant plus grave encore parce que encore une fois, l'employeur, il y a un contrat de subordination qui lie l'employé et l'employeur, et que ton employeur, il est évidemment responsable de ta santé et de ta sécurité. Et comme tu dis, si c'est d'autant plus difficile pour toi de travailler, il en est en grande partie responsable. Est-ce qu'ils sont aussi réticents à employer des femmes dans ce domaine ? Est-ce que c'est plus difficile de trouver des contrats d'intérim ou... Clairement, tu réfléchis à 2 fois avant de claquer ton droit de retrait. Il faut porter les couilles qu'on a plus que certains de nos collègues des fois. Sur les chantiers, t'entends, c'est pas un métier de femme, quoi. Il faut que tu prouves tous les jours, plus que des gars, je trouve, que t'as ta place, vraiment. Il faut un petit caractère, parce que moi j'ai des exemples quotidiens de collègues féminines. C'est insupportable qu'ils se barrent des chantiers, qu'ils arrêtent le métier parce qu'ils savent pas fermer leur gueule, quoi. C'est un concours de bites en permanence. Constamment, il faut montrer que toi aussi tu peux porter un sac de ciment, que toi aussi tu peux aller purger, que toi aussi tu peux descendre un silo. On est obligé, je trouve, d'en faire 2 fois plus pour être à niveau, parce que sinon, déjà t'arrives, t'es une femme, t'as rien à faire là, en vrai. Ils sont pas tous comme ça, et merci aux gars qui sont juste normaux, en fait, mais on ne devrait rien avoir à prouver, on fait les trucs aussi bien qu'eux. Peut-être pas pareil, mais aussi bien que des gars. Du coup, on a parlé du virilisme et du sexisme au travail, mais j'avais lu aussi un article sur votre site, même sur les équipements qui n'étaient pas adaptés, donc du sexisme un peu structurel, puisque comme tu le disais, c'est la responsabilité des employeurs aussi d'adapter et de garantir la santé et la sécurité de tout le monde, y compris les femmes. Oui, on n'a réellement pas de harnais adapté à notre morphologie. Depuis peu, on n'achète plus notre matériel, c'est les entreprises qui sont censées te le fournir. Je dis bien censées, parce que ça reste encore aléatoire. Moi, je fais un taille 0. Quand j'arrive dans une entreprise, y a pas de taille 0 en fait. Donc tu te retrouves avec un taille 1, un taille 2. Tu mets 3 pantalons, tu le serres à fond et tu nages encore dedans, quoi. On a... pour certaines plus ou moins de la poitrine, donc les bodards sont pas adaptés, on a le crawl en permanence qui nous rentre dans le sternum, qui nous défonce les hanches. Petzel et d'autres sont en train de faire avancer la chose, notamment grâce au collectif au pluriel, qui essaye de faire un peu bouger les choses, qui fait remonter des informations en disant il serait temps qui nous crée quelque chose d'adapté à notre morphologie, parce que c'est déjà un métier qui est pénible physiquement, mais quand à ça, tu ajoutes quelque chose qui est pas à ta taille, qui est pas adapté à toi, c'est encore plus pénible. C'est une douleur, c'est-à-dire que quand tu poses ton bodard à un baudrier, ça pèse. Quand tu vas monter, moi je fais de l'urbain, tu bosses sur 17e étage, dernier chantier, tu montes tes seaux de maçon au 17e étage, tu as ton marteau de purge, la purge n'a pas été finie, donc tu commences à purger, tu tapes, tu as ton sac à gravats sur toi, tu vas l'accrocher, tout ça, ça va peser finalement sur toi. À la fin de la journée, tu descends, t'enlèves ton bodard, ok, tu perds 5, 7, 8 kilos selon ce que t'avais. Moi, j'ai les hanches défoncées, j'ai des hématomes, mais le lendemain, tu recommences, on est lundi en fait.
Comment vous suivre si on veut s'informer sur ce que vous faites ? Il suffit déjà simplement de taper Cordiste en colère sur Internet et on trouve notre site assez facilement. Et après, donc, on a une adresse mail, c'est contact au singulier @cordiste au pluriel en colère, donc tout attaché, .fr. Après, donc, il y a le site Internet, on a un Facebook, un LinkedIn et un je sais pas quoi d'autre, encore tous ces réseaux sociaux là. Et un numéro de téléphone du coup, qui fait permanence téléphonique. En fait, on se relaie tous les mois, chacune et chacun. On se fait tourner cette permanence téléphonique. Donc, en fait, en permanence, on est disponible pour des problèmes de travail ou juste pour nous contacter, pour échanger sur ce qu'on fait. Et donc là, vous faites une tournée de plusieurs soirées de présentation du collectif avec des lectures. Et après ça, quels seront les prochains événements ou mobilisations à venir ? Le tout prochain, ça va être le 13 décembre, mais ça va être à Nice. C'est pas du tout à côté d'ici, mais donc c'est un procès dans lequel on est partie civile sur un centre de formation qui un peu indirectement a failli causer la mort d'un collègue et dans lequel qui faisait des formations complètement illégales à des explosifs. Donc c'est donc au pénal. Et donc le 13 décembre à Nice, on fera un petit rassemblement devant. Et après, ce sera du coup les 18 et 19 janvier à Lille, du coup pour l'Assemblée Générale annuelle de l'association. Donc il y aura un moment d'échange pour un peu parler de comment on peut continuer à se bagarrer le mieux possible dans l'année qui vient. Et avec à chaque fois ce qu'on essaie d'organiser, c'est un petit moment d'exercice de secours sur corde avec des copains qui sont sur l'île et qui ont l'habitude d'organiser ça. Donc Eric, toi, la particularité, c'est que en fait, tu as arrêté le métier de cordiste depuis quelques années, mais tu as écrit plusieurs livres. Donc il y a eu Casser du sucre à la pioche en 2016, On a perdu Quentin en 2018, Chronique sur corde en 2019, mais 30 peu glorieuses en 2021. Et là, on a Un jour j'irai là-haut, qui date de 2023. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que contiennent ces livres et pourquoi tu les as écrits ? Tout simplement pour témoigner sur la condition de cordiste. Nous, on a cette particularité de faire ce métier que peu de gens connaissent. Donc, c'est une manière de le faire connaître. On produit notre propre culture, puisque c'est nous qui faisons ce métier. On sait les conditions dans lesquelles on le fait. C'est nous les plus à même de le raconter et de le publier par ailleurs, qu'on ne soit pas soumis à une quelconque censure. Il faut savoir aussi qu'on est une association indépendante, qu'on vit simplement des adhésions qu'on recueille et que pour faire ce qu'on fait, il faut quand même un petit peu de pognon. Le pognon, c'est le nerf de la guerre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça nous a permis, dès le départ, en vendant ces bouquins, de rentrer des sous dans les caisses de l'association. Donc voilà, en gros, les deux raisons pour lesquelles on publie ces bouquins depuis quelques années. Merci. Du coup, on va lire un petit extrait. C'est le témoignage de Karine. Le chapitre Karine, il faut juste qu'on l'aide un peu. Salut les cordistes. Je ne suis plus cordiste depuis quelques mois et je tenais à vous faire partager mon témoignage. J'ai 51 ans et j'ai exercé ce métier pendant 17 ans. J'ai pris la décision d'arrêter après le décès de mon binôme, mort à 50 ans d'un arrêt cardiaque, en partie pour n'avoir pas su se ménager et prendre soin de son corps. J'ai moi-même des dommages physiques irréparables, arthrose cervicale et 2 hernies débutantes dans la même zone. J'ai continué à travailler malgré cela, quelque temps, jusqu'au décès de mon ami. J'avais demandé à mon agence d'intérim de me permettre de voir un médecin du travail pour faire un bilan et éventuellement avoir une reconnaissance de maladie professionnelle. Ils ont complètement ignoré ma demande et depuis m'ont laissé tomber. Lors du décès de mon ami, ils m'ont contacté et promis de m'aider pour finalement ne rien faire du tout en ce sens. Je me suis retrouvée complètement livrée à moi-même, à la merci du Pôle emploi et de son immense incompétence. Je bataille pour faire reconnaître ma situation et je ne peux plus exercer mon métier. Actuellement, mon loyer est supérieur à mes allocations chômage. Je n'ai aucune aide pour l'instant. J'ai fait une demande d'APL depuis plus de 2 mois, sans réponse. Bref, je tenais à vous dire tout ça pour 2 raisons. Tout d'abord, pour vous prévenir et vous encourager à prendre soin de vous, ce qui n'est pas toujours facile dans ce métier. Pensez à préparer ce que vous ferez après parce que vous n'aurez peut-être pas de soutien. C'est le cas pour moi. Et enfin, peut-être que vous pouvez avoir des conseils à me donner ou des tuyaux. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous. On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner. Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là. Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser. Qu'est-ce que tu fais? La révolution! Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi? J'ai entendu au poste. Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio. Alors, les types de la radio sont avec nous. C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout. Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Ben allons-y, arrêtons tout pour demain. Ce lundi,